Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de T'as vu, le magazine étudiant en journalisme de l'Université catholique de Lille. Nous parlerons dans ce numéro des conditions de vie des migrants à Calais, de la place de la culture à Lille et, vacances scolaires oblige, des sports d'hiver, mais dans notre région. La ville de Calais et sa jungle font aujourd'hui office d'emblème de la crise migratoire en Europe. En hiver, les conditions de vie des migrants se font plus rudes et l'insalubrité du camp de Grande-Synthe est régulièrement soulignée. En janvier, les autorités ont ouvert un nouveau camp provisoire. Laurie Aouchou s'y est rendue. Le centre de la vie active à l'espace Jules Ferry est la colonne centrale du centre d'accueil provisoire de Calais. Cette association de 160 professionnels travaille en collaboration avec des collectifs associatifs. L'un des employés de la vie active nous a ouvert les portes du camp dur. Jeune famille ? Les premières personnes qu'on a intégrées ici, c'est des familles qu'on avait repérées sur la lande en faisant des maraudes. Et c'est un peu le public le plus vulnérable, donc c'est celle qu'on a fait rentrer en premier. On est en train de construire un grillage pour bien délimiter les deux zones. Et donc dans les zones familles, les conteneurs sont séparés en deux, ça fait des conteneurs de 6 places, enfin 2 fois 6 places. Et à peu près 180 personnes ici. Ici, il y a 80% des gens qui sont entre 20 et 30 ans, des hommes. Il y a vraiment une famille. Il faut aussi savoir qu'actuellement on héberge aussi 200 femmes dans le centre Jules Ferry. Voilà. Au total, on a 400 places à l'hébergement des femmes, plus 1500 places ici. Ça fait 1900 personnes. Nous avons également rencontré Stéphane Duval, directeur de la vie active, qui est revenu sur les origines de la jungle de Calais. Les migrants étaient répartis sur tout Calais et que leur a été mis à disposition un espace, donc l'espace de la lande ici, pour qu'ils puissent s'installer tous. Il nous a ensuite expliqué ce qu'était le centre d'accueil provisoire. C'est toujours l'État qui est à l'origine de ce dispositif. Un jour, l'État nous a dit effectivement, voilà, nous on voudrait qu'il y ait une association qui prenne en main ce dispositif. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous en occuper? Et si oui, faites-nous une proposition. Plusieurs opérateurs se sont positionnés et c'est le projet de la vie active qui a été retenu. Pourtant, le camp, entièrement financé par les fonds de l'État et de l'Union européenne, n'est prévu que pour 1500 personnes, alors que 3700 personnes sont recensées sur la lande. C'est pas nous qui décidons. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la commande de l'État, elle est de 1500 places. Nous, au début, on avait fait une proposition de 3000. Le gouvernement français a retenu une proposition à hauteur de 1500. Alors aujourd'hui, le chiffre annoncé tourne autour effectivement de 3000. Le dernier comptage fait état de 3700 personnes. Donc, voilà. Il y a beaucoup de monde qui ne souhaite pas venir. Beaucoup de migrants souhaitent rester dans leur camp de fortune ou alors dans les nouveaux camps qui sont installés par d'autres partenaires. Donc voilà, et puis ensuite on verra. Aujourd'hui on a une capacité d'accueil pour le moment de 750, ils sont 700. Voilà. Donc on a encore quelques places disponibles, on verra bien. On va s'adapter et puis faire preuve de spontanéité quand la situation se présentera. La vie active travaille aussi en étroite collaboration avec plusieurs associations et des collectivités médicales, comme cette dernière campagne de prévention contre la rougeole. Effectivement, il y a une campagne de vaccination qui a été orchestrée par plusieurs acteurs qui sont le centre hospitalier de Calais, les Prus, MSF, MDM, ACTED, ANZ et nous. Voilà, tous ces partenaires se sont réunis et ont mené une grosse campagne de vaccination pour vacciner le maximum de personnes la semaine dernière. Et je crois que ça a plutôt bien marché parce qu'il y a plus de 2500 personnes, je crois, qui ont été vaccinées. Grâce au centre d'accueil provisoire, environ 1500 migrants se voient offrir depuis janvier 2016 des conditions beaucoup plus humaines que celles qu'ils avaient dans la jungle. Laurie Aouchou nous a rejoint. Bonjour Laurie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler premièrement le nombre de places que contient ce nouveau camp provisoire? Alors 1500 places. À la base, l'association La Vie Active avait proposé à l'État en fait un projet pour 3000 personnes, mais il n'y a que 1500 places qui ont été retenues. Comment sont octroyés ces logements? Alors premièrement, c'est les familles.
parce que c'est forcément il y a des enfants, donc ce sont les personnes les plus vulnérables. Et ensuite, c'est aussi les gens qui étaient à la base positionnés là où le nouveau camp dur a été construit. Parce qu'il y avait déjà des gens qui habitaient là, dans des habitations de fortune, et elles ont été rasées pour faire place aux containers. Et ces gens-là sont donc prioritaires pour habiter dans les containers. Donc apparemment, ces abris en dur sont situés juste à côté de la jungle de Calais. Juste à côté. Comment s'est organisée cette cohabitation ? Est-ce que ça n'a pas été difficile ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits ? Non, pas du tout. En fait, ceux qui souhaitent s'inscrire vont s'inscrire en fait à la vie active, le centre qui gère en fait le camp dur. Et ensuite, ils ont leur habitation, qui leur est donnée. Et voilà quoi. Enfin, il n'y a pas du tout de confrontation entre les deux. Ceux qui souhaitent rester dans la jungle restent dans la jungle. Ceux qui souhaitent aller dans les containers peuvent aller dans les containers. D'accord. Reste à voir si ce camp est vraiment provisoire. Merci Laurie. La 3e édition de l'apéro culture a eu lieu ce mercredi au bar Le Beyrouth à Lille. Des amateurs de culture ou simples curieux s'y sont rendus. L'occasion de faire le point sur la place de la culture dans notre ville. Un reportage de Vina Naudin et Azaria Angliona. Vous l'aurez compris, nous sommes à Lille. Lille, sacrée capitale européenne de la culture en 2004. Mais qu'est-ce que la culture véritablement pour les Lillois ? Nous allons en savoir plus. Alors la culture pour moi c'est quelque chose qui reste... il y a une phrase qui m'a marqué, c'est un de nos profs avant qui nous disait ça tout le temps, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Voilà. Donc je pense que Lille c'est carrément une ville qui est en plein dans la culture, c'est pas pour rien qu'elle a été capitale d'ailleurs européenne. Elle a aussi quelques jumelages avec d'autres villes, c'est une ville qui est vachement dynamique. De par la population, il y a énormément de gens de plusieurs continents différents, donc multiculturel, oui. Après, au niveau des événements, oui, quand même, parce qu'il y a l'île 3000 qui a eu lieu là pendant, c'était 6 derniers mois, c'est ça ? Et puis, oui, non, mais c'était la capitale européenne de la culture, je ne sais plus quelle année, mais 2004, donc... Ouais, je pense que oui, quand même. Moi, je trouve que c'est une ville qui est riche culturellement de par son architecture. On a quand même le deuxième deuxième plus grand musée de France. On a d'extraordinaires événements culturels comme le théâtre au Sébasto, l'opéra de Lille. Et maintenant, avec le stade Pierre-Mauroy, on a quand même eu Johnny Hallyday. On a eu un événement de basket, un événement de handball. Je trouve que, moi je m'y retrouve, peut-être sans doute pas autant qu'un Parisien moyen, mais je vois des choses intéressantes. Nous sommes ici dans un bar lillois où se réunissent certains mercredis du mois des professionnels de la culture, des guides touristiques, des étudiants, des amateurs de culture simplement parfois. Alors nous allons voir ce qu'il en est. Eh bien on a créé la Prévoculture parce qu'on s'est rendu compte que chacun des 5 cofondateurs, on était tous du milieu de la culture, mais de secteurs différents, et on a tous du mal en fait à rencontrer des gens de la hiérarchie, des gens haut placés ou des gens même d'autres structures. On s'est dit mais voilà, pour créer du lien, rencontrons-nous tous autour d'un verre pour justement casser cette barrière de l'administration, de la hiérarchie, pour que des gens de différents milieux de la culture puissent se rencontrer ensemble. Comment est-ce que vous médiatisez cette apéroculture-là ? Parce que on a essayé de voir un peu partout si c'était connu. Certaines personnes ne connaissent pas l'apéroculture. Est-ce que vous connaissez l'apéroculture à Lille ? Ça me dit quelque chose, mais je l'ai lu peut-être dans le sortir, peut-être dans une petite annonce, parce que moi j'aime bien sortir à Lille, j'aime bien les événements, mais je ne saurais pas vous en dire plus. Absolument pas. Pas du tout. Alors ça me dit un truc de nom, mais je connais pas plus que ça, non ? Donc est-ce qu'il y a un petit manque de communication ? Comment est-ce que vous le faites justement ? Alors on travaille essentiellement avec l'outil Facebook qui est extraordinaire et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a, sans faire une grosse communication, on a environ une dizaine de likes par semaine. Donc ça existe depuis 3 mois, on a à peu près 200 likes sans faire aucune communication. Donc le besoin est présent, il y a vraiment un besoin sur ce type d'événement et on voit que des nouvelles personnes arrivent, on voit qu'il y a des partages qui se font, il y a des associations de plus en plus qui sont présentes. Donc en fait, étant donné qu'on répond à un réel besoin, par ce fait, on a de plus en plus de personnes. Alors concrètement, aujourd'hui vous pouvez le voir, on a des interactions, on voit également que
Encore aujourd'hui, il y a des nouvelles personnes qui rencontrent encore des nouvelles personnes. Et le but justement de l'apéroculture, c'est de se rencontrer. Et là, les interactions sont bien là. Donc ça, c'est réussi encore pour cette 3e édition. La culture, c'est l'ouverture. Et c'est vraiment dommage qu'on se renferme. Mais c'est vraiment le but de cet événement, c'est de s'ouvrir. Les apérocultures, ce sont tous les 3e mercredis du mois dans des lieux différents, dans l'optique de faire découvrir aux Lillois différents lieux culturels de la ville. Fabrice Sala, que l'on a aperçu dans le reportage, nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour Clémence. Donc vous êtes le cofondateur de l'apéroculture. Depuis quand existe l'apéroculture ? Écoutez, c'est un événement très récent. La première édition a eu lieu il y a seulement 3 mois. Vous êtes 5 cofondateurs. Tout à fait. Donc c'est pas trop compliqué en groupe comme ça de répartir ses idées, d'élaborer un concept et de se répartir le travail ? Pas vraiment, parce qu'à la base, c'est un problème aussi partagé. Donc automatiquement, il est vrai que de ce problème partagé, ça a été assez facile de trouver une solution commune. Et stratégiquement, en termes d'organisation pure, c'est assez simple aujourd'hui. C'est chaque mois, c'est une personne parmi les 5 cofondateurs qui va gérer et organiser l'événement du mois. D'accord. Et vous venez de domaines différents ? Tout à fait. Moi, je viens du monde des startups, donc plutôt entreprises. Les autres cofondateurs, Nicolas est en train de créer une structure du côté des tours opérateurs. Cyril Balagui est doctorant en muséologie à l'Université de Lille. Et par exemple, Vera Dupuis est une grande référence dans notre région patrimoniale et culturelle. En termes de rédactrice, elle est très référencée dans de nombreux musées. Je sais que dernièrement, elle a écrit pas mal d'articles pour le musée des Beaux-Arts, en fait. D'accord, donc des profils très différents. Tout à fait. Qui, chacun à leur tour, organisent un rendez-vous mensuel de l'apéroculture. Exactement. Est-ce que ces rendez-vous ont une thématique particulière ? Alors, il est vrai que parmi les participants, on nous a déjà sollicité, on nous a déjà demandé pour envisager certaines thématiques. Cependant, on a toujours un petit piège, c'est que est-ce qu'il n'est pas plus... En fait, on va le voir, on va peut-être tester, mais l'idée, c'est tout simplement de trouver un endroit, de se rencontrer avec les acteurs liés à la culture. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une thématique, bien sûr aussi la culture, mais dans la culture, on voit que c'est large, on voit des artistes aussi qui viennent en nombre. Donc la thématique, c'est la culture, et l'apéroculture est cet événement pour se rassembler autour de cette thématique. Donc c'était la 3e soirée mercredi de l'apéroculture. Vous avez eu des retours pour l'instant ? Sur cette 3e soirée, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux likes sur Facebook. Donc on utilisait énormément cet outil fantastique qui est Facebook pour qu'on puisse communiquer. Sinon, les retours de cette 3e édition. Alors généralement, les cofondateurs viennent porter l'oreille à chacun des participants pour savoir si tout va bien. Et on vérifie aussi si les interactions sont présentes. Alors les retours ont été pris à chaud. Et à chaud, on a vu en effet qu'il y a eu pas mal de synergie qui a été créée. On a même vu des institutions culturelles arriver pour cette 3e édition. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et c'était très fort, il y a des fidèles qui reviennent. Donc je pense que ça va être un événement qui va perdurer et qui va, j'espère, le but c'est cette rencontre pour créer des synergies, pour créer vraiment des nouvelles activités dans notre agglomération lilloise. Donc pour créer des nouvelles activités, vous venez de dire que des institutions vous ont rejoint. Lesquelles ? Oui. Alors, je vais les citer. Alors, on a vu une personne venant du Louvre-Lens, et je la salue au passage, ainsi qu'une personne venant de la villa, la fameuse villa qui se trouve dans la ville de Croix. Je vous laisse vérifier quel type de villa est-ce. D'accord. Donc, vous investissez beaucoup pour la culture à Lille. Vous avez fondé cette apéroculture il y a 3 mois. Vous avez aussi créé Troubadour Story, cette application qui fait de notre smartphone un peu un guide touristique. Tout à fait. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce domaine ? Écoutez, en fait, j'ai eu la chance de faire un voyage en Australie. Et au cours de ce voyage, comme beaucoup de voyageurs, de touristes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous promener, de vous balader quelque part, de passer à côté d'une curiosité et de ne pas savoir ce que c'est. En fait, tout est parti de là, et l'idée, c'était de faire apparaître une personne en se disant ça serait quand même cool de faire apparaître mon ami qui m'explique ce que je suis en train de voir. Donc tout est parti de là, venant de l'informatique, parce que moi je viens pas de la culture, c'est ça qui est assez drôle, mais venant de l'informatique, on a commencé à développer cette application en effet qui s'appelle Troubadour Story, qui est un audio guide collaboratif. Donc on a des contributeurs
des passionnés, des professionnels et des institutions culturelles qui peuvent partager une histoire audio. En une phrase, avec YouTube, vous partagez de la vidéo, avec Troubadour Story, vous partagez des histoires audio géolocalisées. Et de l'autre côté, c'est gratuit sur Android, sur iPhone. Vous pouvez en effet écouter une multitude d'histoires en France, géolocalisées sur des lieux, avec différents contributeurs, avec l'authenticité, etc. Justement, vous avez créé cette application parce que vous estimiez qu'il y avait un manque d'intérêt pour la culture à Lille, un manque de connaissance des monuments? Ah mais c'est extraordinaire. Justement ici, dans la belle université que nous sommes, demandez à tous les étudiants s'ils connaissent cette histoire de cette université. Et vous allez voir que plus de 90% ne la connaissent pas. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on a une richesse culturelle autour de nous et on passe par des choses extraordinaires. Par exemple, je prends la Marseillaise qui a été jouée pour la première fois à Lille. Il y a un écusson sur une rue à Lille qui présente justement cet événement qui a eu lieu il y a maintenant des années. On passe tous à côté, mais on ne sait pas que ça a été là. Et on ne sait même pas ce que c'est. Et c'est ça qui est un peu dommage, en fait. D'accord, donc on a encore des choses à apprendre. Ah bien sûr, hein, plein de choses à découvrir, oui. Je vous remercie Fabrice Sala pour votre intervention. Je vous en prie, merci. Ce vendredi est un jour de grand chassé-croisé sur les routes de France. Les vacances de la première zone se terminent et commencent pour les autres. Beaucoup profitent de ces congés pour se rendre à la montagne et au sport d'hiver. Nous, on a surtout pensé à ceux qui ne peuvent pas partir. Charlotte Dumont a testé pour vous le ski dans un dôme couvert à Comines, en Belgique. Ice Mountain, à Comines, en Belgique, propose différentes activités à réaliser en famille ou entre amis. De l'acrobranche, du paintball, un simulateur de chute libre, mais surtout du ski en salle sur de la vraie neige. Ce complexe comporte 2 pistes, l'une pour les débutants et l'autre pour tous les niveaux. Le tout reconstitue un cadre très similaire à celui des sports d'hiver. Ici, ce sont vraiment les conditions hivernales qui sont recréées dans un dôme couvert. Donc il fait moins 6 degrés à l'intérieur, le sol est à moins 20, c'est de la neige fraîche, produite quand il le faut. Donc on a froid au bout du nez, il faut mettre des gants. On est vraiment dans l'ambiance totale sport d'hiver. On a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'aller au sport d'hiver, qui viennent ici avec leurs enfants. Il y a d'autres personnes qui viennent se préparer et s'échauffer avant de partir. Il y a d'autres personnes qui viennent tous les semaines parce qu'ils adorent ça et qui ne peuvent pas tous les semaines partir à la montagne, ce qui est un peu normal. On n'a pas l'objectif de remplacer les montagnes, mais je dirais aussi qu'ici, vous êtes sûr 365 jours par an d'avoir de la neige de qualité. Pour l'occasion, j'ai voulu tester ces pistes pour vous. Comme à la montagne, je me suis munie de ma tenue de skieuse, je suis allée emprunter du matériel sur place et j'ai chaussé mes skis. Ici, pas de télésiège, mais des tire-fesses. La piste principale fait 210 mètres de long pour 40 mètres de dénivelé, pas mal pour une piste artificielle. Le ressenti est le même qu'en montagne puisqu'on skie sur de la vraie neige. En revanche, pour la bonne odeur des sapins, on repassera, il n'y en a pas. Ça sent plutôt le congélateur. Seul regret, il n'y a qu'une piste, l'autre étant réservée à l'école de ski. On se lasse donc un peu vite, mais ce n'est rien comparé à la sensation de glisse qu'elle permet de retrouver. Si l'expérience vous tente mais que vous ne savez pas faire de ski, pas de panique, des cours sont dispensés sur place. Vous pouvez également apprendre le snowboard, une centaine de moniteurs travaillent d'ailleurs là-bas et il est possible d'y passer tous les diplômes de ski. Le passe-journée est de 52 €, location de matériel comprise, ou de 21,50 € l'heure pour les étudiants. Côté skieur, vous avez eu mon avis, mais côté snowboarder, voilà ce qu'ils en pensent. En fait, on était déjà allé à Nolé-Mines avec, je suis venu avec un copain en fait, et à Nolé-Mines c'est des tapis et ça glisse pas du tout de la même façon quoi. Surtout avec un snow, je pense que c'est vraiment plus compliqué. C'est bien, la neige est bien, ça ressemble à peu près à ce qu'on a sur les pistes de ski normales, donc c'est bien. Si on n'a pas l'occasion de partir, je pense que c'est un avantage et c'est pas trop cher. Bah, c'est pas mal, la neige elle est bien molle, ça accroche bien, et du coup on n'a pas les désagréments des plaques de verglas ou tout ça. Et puis pour commencer, comme moi le snow c'est génial. Moi je fais du wakeboard, c'est exactement les mêmes positions. Donc ça va, mes repères, je les ai retrouvés assez rapidement quoi. Mais la glisse comporte des risques. En exclusivité, pour vous, un petit bêtisier de notre après-midi à Ice Mountain. Donc le skieur qui perd le contrôle
passe avec les skis sous le filet et le corps est pris dans le filet et le filet est vraiment très élastique. Donc, Si jamais on se lance pas, de toute façon, on va pas progresser et le jour où on se lancera, on va tomber. Donc il faut pas avoir peur de tomber et il faut essayer. Je pense que c'est en tombant qu'on apprend. En 2015, Ice Mountain a attiré 350 000 visiteurs et le site espère passer la barre des 500 000 cette année. Notre skieuse Charlotte Dumont nous a rejoint. Bonjour Charlotte. Bonjour Clémence. Alors, pas trop de courbatures depuis cet après-midi sportif? Un petit peu, mais bon, ça va partir. Alors, on dit souvent que ces pistes en salle permettent de se préparer au mieux à partir en montagne, surtout quand on ne sait pas skier. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui et non, parce qu'en fait, avant de partir au ski, il est préférable de recommencer le sport pour réhabituer son corps. Sinon, c'est assez facile d'avoir des accidents là-bas. Mais sinon, oui, ça peut être bien quand on ne sait pas skier, d'apprendre les bases là-bas. Comme ça, on est sûr de s'amuser une fois en vacances au ski. D'accord, je vous remercie Charlotte. Laurie Aochou doit nous rejoindre sur le plateau, cette fois-ci pour nous parler d'un sujet un peu plus léger, car il s'agit d'actu ciné. Donc j'attends Laurie qui se fait désirer. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors maintenant que vous nous avez rejoints, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine question film ? Alors, en question film, déjà, j'aimerais vous faire découvrir la petite bande-annonce de Ave César des frères Cohen. Avec un sacré casting, apparemment. Bless me, Father, for I have sinned. How long since your last confession, my son? 27 hours. It's really too often. You're not that bad. Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift, and yet... Donc voilà, c'était une courte petite bande-annonce des frères Cohen, j'allais pas la mettre entièrement. Donc ça parle de Ave César, donc qui est sorti le 17 février dernier. C'est le nouveau bébé des frères Cohen. Donc c'est l'histoire qui raconte le kidnapping d'une big star hollywoodienne alors qu'elle tourne à l'une des plus grosses productions cinématographiques retraçant la vie de César. Alors un casting constitué de la crème des acteurs tels que George Clooney, la belle Scarlett Johansson ou encore Ralph Fiennes. Une comédie burlesque signée Joel et Ethan Cohen, bien connus pour The Big Lebowski, Fargo ou encore O Brother. On retrouve leur empreinte dans le scénario complètement décalé et original, avec comme ils savent si bien le faire, avec une ode au 7e art qui promet une bonne place au box-office, on l'espère. Et dans 5 jours exactement, sort le très attendu The Revenant d'Alejandro González Iñárritu. Alors qui fait parler de lui il y a 2 ans avec son film Birdman, qui, rappelons, avait raflé les grosses distinctions comme l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur ou encore meilleur scénario original. Et c'est aussi l'Oscar du meilleur acteur dans un film comédie musicale. Cette fois-ci, le réalisateur revient avec The Revenant, qui a déjà remporté 3 Golden Globes, celui du meilleur film dramatique, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, déjà primé il y a 2 ans pour Le Loup de Wall Street. Alors l'histoire est celle de Hugh Glass, un trappeur qui, après s'être fait attaquer par un ours, est abandonné par ses compagnons. Il va alors, par la force de sa volonté, entreprendre un voyage de 300 km pour retrouver sa femme et son fils et se venger de ceux qui l'ont laissé pour mort. Donc ce film est très attendu aux Oscars qui font en ce moment polémique avec le boycott, rappelons pour le manque de diversité dans ces sélections. Et on espère que Leonardo gagnera enfin son premier Oscar et enterrera pour une bonne fois pour toutes la hache de guerre avec le prestigieux concours. Et pour terminer, un peu d'animation avec Zootopie, sorti le 17 février dernier. Donc c'est un nouveau film Disney qui fait plaisir aux petits comme aux grands. Alors Zootopie, c'est une ville où vivent non pas des humains mais des animaux qui vivent tous ensemble. Éléphants, lapins, renards paresseux, ils y sont tous. C'est l'histoire de Judy Hopps, une lapine qui fait son entrée dans la police et elle va découvrir qu'il est dur de s'imposer et d'être prise au sérieux quand on fait 30 cm. Donc elle va donc s'attaquer à une affaire très délicate et va faire équipe avec Nick Wilde, le renard. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est un véritable régal et je vous le conseille. Donc voilà, c'est tout pour les coups de cœur de cette semaine et je vous laisse avec la bande-annonce de Zootopie. Comment ça va? Disons que je vais bien que, accroche-toi, puis-je
faire Eh bien, j'espérais que vous puissiez... pour vous Eh bien, j'espérais que... aujourd'hui? Eh bien, j'espérais que vous puissiez identifier une plaque pour nous et on est vraiment super pressés. Quel est le numéro 29 T... de la plaque? 29 THD 03. 29 T HD 03. Zootopie, une ville étincelante, où les animaux de toute espèce, prédateurs comme proies, vivent ensemble en paix et en harmonie. Bonjour, je suis Judy, votre nouvelle voisine. Ouais, on est bruyant, c'est comme ça, on s'excuse pas. On voit qu'il y en a pour tous les goûts cette semaine. Question sortie ciné. On remercie Laurie Aochou pour cette chronique. Et c'est maintenant Charlotte Benoît qui nous rejoint. Bonjour Charlotte. Bonjour Clémence. Elle va vous donner quelques petites idées de sortie ce week-end. Alors Charlotte, que faire à Lille ce week-end en ce moment? Il fait froid. Voilà, la météo ce week-end s'annonce assez grise avec de la pluie. Donc on va continuer sur cette lancée de sorties ciné. Du coup, je vous propose 2 idées de films totalement différents. Donc le premier film que je vous propose s'appelle La Vache. Alors peut-être que vous avez déjà vu la bande-annonce. En fait, c'est l'histoire de Fatah, qui est un paysan algérien qui ne vit que pour sa vache qui s'appelle Jacqueline. Et en fait, il a un rêve, c'est de l'emmener au salon de l'agriculture. Et ce rêve va un jour se réaliser puisqu'il va recevoir une invitation. Et à partir de là, va commencer un périple dans toute la France à pied avec sa vache. Je vous laisse regarder la bande-annonce. Quand tu es à Marseille, tu appelles mon frère Hassan. Bonjour. Un porteur de... Je suis son bon frère. Non. T'as amené ta vache. Vas-y, dégage. Faut que la honte avec ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein, vandaliste. Regarde, pas Jacqueline, il va faire des cauchemars. Vous savez écrire? Oui, en détaché. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, oh, c'est ma femme. La honte quand même. Il s'appelle Fatah Belabès et depuis plus de 20 jours, il traverse la France, écoutez bien, à pied. On ne voit que lui sur la toile. Grave. Depuis que t'es passé à la télévision, t'es devenu une star, mon frère. T'es pas pour Michel Sardou ou quoi? Mais attention, s'il n'arrive pas avant le début du concours, il ne pourra plus participer. On est sur le périphérique, là. Ça bouge un peu, mais on va pas tarder. Qu'est-ce que je fous là, moi? Pleine campagne avec le duc de Winchester et Chuck Calais. Et comme on dit qu'il veut voyager loin. Donc un film qui promet d'être plutôt drôle. Autre registre maintenant, c'est plutôt un documentaire que je vous propose. Ça s'appelle L'homme qui répare les femmes. En fait, c'est un documentaire sur le docteur Mukwege. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. C'est un docteur qui a remporté le prix Sakharov en 2014. Et en fait, ce docteur répare les femmes. Ces femmes qui ont été violées pendant 20 ans durant le conflit en République démocratique du Congo. Il a été plusieurs fois menacé de mort. Il a même survécu à une tentative d'assassinat. Et du coup, depuis, il vit en fait dans son hôpital, protégé par les casques bleus de l'ONU. Je vous laisse regarder la bande-annonce. Je suis témoin d'atrocités des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. The legendary Dr. Dennis Mukwege is a 2-time Nobel Peace Prize nominee and one of the bravest people I have ever known. Aïe, 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 faites vite! But I don't think any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women. Nous sommes devenus la capitale mondiale de viol à cause de cette guerre. Il y a des femmes que j'ai opérées pour la 2e, voire même la 3e fois. Les femmes avaient besoin de justice. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire?
complètement dans un autre registre. Là, complètement, c'est un autre registre. Il y avait déjà eu quelques reportages qui avaient été faits sur lui, donc c'est vraiment un documentaire que je conseille d'aller voir. Sinon, autre sortie possible, cette fois direction le théâtre, avec au Spotlight ce vendredi à 21h30, une comédie qui s'appelle D'un sexe à l'autre. L'histoire paraît toute bête, mais je pense qu'elle regorge d'humour. C'est l'histoire en fait de deux gens qui sont en couple, de deux personnes, et qui, après une dispute, se réveillent un matin et se retrouvent échangés le corps, enfin se retrouvent échangés dans leur corps tout simplement, donc l'homme dans la femme dans l'homme. C'est une comédie donc à aller voir dès ce soir à 21h30 au Spotlight. Côté culture, l'Office de tourisme de Roubaix propose ce samedi, donc demain, de 14h30 à 16h30, une balade dans le quartier de la Gare, en compagnie d'un graffeur roubaisien qui s'appelle Lem. L'objectif, c'est de chercher des pièces d'art urbain dans ce quartier. Donc c'est une excursion qui est proposée par l'Office de tourisme roubaisienne, avec des prix entre 4,50 € et 6 €. Et l'inscription se fait sur le site www.roubaixtourisme.com. C'est original. C'est original, donc je pense que c'est vraiment une bonne idée de sortie pour demain, même si la pluie sera au rendez-vous, mais c'est une bonne idée. Et pour terminer donc cet agenda de ce vendredi, je vous propose une exposition de photos, donc l'exposition de Julian Lennon qui s'appelle Horizon. Cette exposition est à voir jusqu'au 6 mars à la Maison de la Photographie. Elle concerne les voyages donc, du photographe au Kenya et en Éthiopie, où il a voulu montrer en fait la culture indigène, mais également sa détresse pour montrer qu'il faut les aider. C'est une exposition qui est à voir donc samedi et dimanche jusqu'au 6 mars bien évidemment de 14h à 18h, et la Maison de la Photographie se situe au 28 rue Pierre-le-Grand à Lille. Merci Charlotte pour toutes ces bonnes idées. T'as vu numéro 15, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook du Media Lab ou sur YouTube. Bon après-midi à tous et bon week-end.